J'ai décidé de faire cette vidéo en réponse à Monsieur François Asselineau qui tout récemment a publié une vidéo dans laquelle il s'exprime sur la loi de l'aide active à mourir et qui, moi, personnellement, en tant que proche aidante, m'a profondément choquée. Surtout quand on sait la portée qu'il a en tant que personnalité publique. J'ai trouvé cette vidéo profondément hallucinante et sur bien des points abjects. Donc c'est dans ce cadre-là que je m'exprime, tout en sachant très bien que je n'aurai pas la même portée que lui, mais en espérant tout de même apporter ma contribution en tant que personne directement concernée, puisque j'accompagne actuellement ma mère dans la construction d'un dossier visant à lui permettre d'accéder à la fin d'une vie digne en Suisse. Monsieur Asselineau, dans votre vidéo, vous avez des propos complètement hallucinants. Et la première chose qui me choque à l'écoute de celle-ci, c'est tout d'abord le fait que vous n'avez absolument aucune parole, aucune attention, aucun mot de compassion ou de bienveillance envers les personnes qui attendent cette loi, envers les personnes en souffrance, envers les personnes qui accompagnent leurs proches. Et c'est parfaitement injuste et terrifiant en fait de voir à quel point vous abordez un sujet qui ne vous concerne pas directement sans même avoir une pensée ou un mot pour les personnes qui sont directement concernées. La proposition de loi sur la fin de vie, dite loi sur l'euthanasie. Faux! Je suis désolée, j'interromps déjà votre vidéo, mais c'est faux. On ne dit pas cette loi dite d'euthanasie. Ce terme n'existe pas, ni dans le texte de loi, ni dans le discours des personnes qui défendent ce texte de loi. On parle d'une aide active à mourir, on parle d'un accompagnement ultime, mais on ne parle pas d'euthanasie. On parle d'euthanasie quand on euthanasie son chat, quand on euthanasie son chien, mais à aucun moment on euthanasie un être humain. Sachez d'ailleurs que c'est le consentement qui est au cœur de cette loi et que c'est seulement et uniquement par le consentement de la personne, par son désir exprimé, que celle-ci peut entrer dans le cadre de cette loi. C'est que la France a été façonnée par à peu près 1500 ans de christianisme depuis le baptême de Clovis. Or, le christianisme a repris, comme vous le savez, le décalogue que l'on trouve dans la religion juive lorsque Moïse reçoit les 10 commandements de Dieu en haut du mont Sinaï. Et le 6e de ces commandements, c'est « tu ne tueras point ». Dans les textes bibliques, on retrouve aussi la normalisation, la moralisation des guerres de religion, de la peine de mort, des châtiments corporels, de l'esclavage, sans parler du statut des femmes. Je suis pas certaine que l'on puisse utiliser cet argument des 10 commandements comme une raison ultime pour ne pas permettre aux personnes qui souhaitent mettre un terme à leur vie de souffrance la possibilité de le faire. Je trouve que c'est un argument rétrograde. Je crois que la foi, ça doit rester quelque chose de très intime, de très personnel. Et c'est pas un argument qu'on peut apposer aujourd'hui, surtout pas dans un pays qui se dit laïque. Et on peut très bien être croyant et être pour cette loi. Et je crois que ce n'est absolument pas un argument défendable en fait. Je veux dire, si on devait appliquer tout ce qui est écrit dans la Bible, on aurait bien du mal à s'y retrouver aujourd'hui. Les sociétés évoluent et c'est bien pour ça qu'on doit pouvoir s'y adapter. Et encore une fois, la foi, c'est intime, c'est personnel, mais ça n'entre pas en ligne de compte. Je dois aussi parler du serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate tel que vous le mentionnez est une réalité et qui a permis de poser un cadre dans l'intervention de nos chers médecins depuis plus de 2000 ans. Néanmoins, encore une fois, ce serment a évolué au moins 4 fois depuis sa création pour ce qui est du seul cas de la France. 4 versions qui se sont adaptées à la fois aux institutions, à l'époque, à la façon de vivre, au contexte socio-culturel. Ce serment peut être encore modifié et j'espère qu'il le sera si cette loi vient à être promulguée pour qu'il puisse s'adapter aux valeurs à la fois de la République et de la population en règle générale. On n'a pas le droit de refuser à une personne de mettre un terme à sa vie si celle-ci le décide en son âme et conscience et si elle décide que sa vie lui est insupportable dans les conditions dans lesquelles elle la vit. Et je crois que cette petite notion-là vous échappe, c'est qu'il s'agit d'une loi qui met avant tout le consentement au cœur de son application et qui, par définition, ne pose pas le cadre d'une tuerie de masse comme vous semblez vouloir le justifier par vos arguments qui sont complètement fantasmagoriques. Mais
La France a changé à partir des années 70 et 80 avec deux décisions fondamentales. La première a été le vote de la loi de 1975 sur l'IVG, la loi de Simone Veil, et qui a apporté le principe que l'on pouvait liquider un embryon dans le stade de l'utérus de sa mère. Excusez-moi, c'est encore moi. Non. Liquider, pardon. Déjà, qu'est-ce que l'IVG vient faire dans ce débat-là? Et ensuite, à quel moment on vient liquider un embryon? Le terme est fort, vous trouvez pas? Les mots ont un sens, monsieur Asselineau, attention. Non, l'IVG, elle s'inscrit dans le cadre de l'expression du droit fondamental de la femme à disposer d'elle-même, à choisir d'être soit mère, soit pas mère, en fait. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin et elle n'a aucune corrélation avec la loi sur la fin de vie. Or, il se trouve que cette loi, progressivement, s'est élargie, progressivement, le champ d'application s'est élargi, les contraintes ont diminué, il n'y avait plus deux entretiens, mais plus qu'un, et puis après ça, c'est devenu presque un entretien formel, très rapide, et puis de telle sorte que, en fait, maintenant, l'IVG a perdu le caractère exceptionnel qu'il devait avoir pour devenir désormais une espèce de procédure automatique au point qu'on est, bon an, mal an, autour de 270 000 à 300 000 IVG par an en France, ce qui représente pratiquement la moitié désormais des naissances. Sachez que dans la plupart des cas, l'IVG il est pratiqué lorsque c'est une grossesse non désirée. C'est bien souvent des femmes dans la précarité et tout simplement dans le cadre du droit à disposer d'elle-même. On peut pas imposer à une femme de devenir mère si elle ne le désire pas. Et sachez que la plupart des enfants qui sont abandonnés à l'aide sociale à l'enfance finissent dans de très nombreux cas à la rue ou dans des situations très précaires. Un enfant qui n'est pas voulu, un enfant qui n'est pas désiré ne se développe pas convenablement. Et la part des enfants qui sont adoptés par des familles, par des gens qui sont en désir d'avoir un enfant et qui ne peuvent pas en avoir, elle est infinitésimale au regard de la situation complexe que revêt ce sujet, qui, je crois, est non avenu là non plus parce que c'est complètement hors sujet. Donc ne parlez pas d'un sujet qui ne vous concerne pas en tant qu'homme et pour lequel vous n'avez pas votre mot à dire, puisqu'à preuve du contraire, la loi n'impose pas aux pères d'être pères si ceux-ci ne l'ont pas désiré, à savoir que le nombre de familles monoparentales depuis les années 90 a largement explosé. Donc ne venez pas nous faire la morale sur l'IVG, monsieur. Simone Veil est une femme remarquable. Une femme qui a permis à des milliers et des milliers de femmes de disposer de leur corps comme elles le souhaitent. Et je crois que vous n'avez aucun droit de vous exprimer sur cette question en tant que mâle de plus de 50 ans, ne pouvant pas connaître ce que c'est que de devenir mère. Donc... En réalité, la vie dans les hôpitaux et dans les cliniques, elle est à la fois plus simple et plus nuancée que cela. Encore moi. La vie dans les hôpitaux est à la fois plus simple et plus nuancée. Non, en fait, pas du tout. Chaque situation est complexe et chaque prise en charge est unique. Je ne connais pas d'hôpitaux dans lesquels la situation peut être simple et nuancée. C'est faux. On a énormément de personnels soignants qui sont obligés de se mettre dans une posture barrière pour ne pas avoir affaire à la complexité de la souffrance. Et je crois que là encore, cette intervention est non avenue. Et en règle générale, lorsque c'est un malade tout à fait en fin de vie, il est mis dans ce que l'on appelle les unités de soins palliatifs, où on se contente d'accompagner le malade jusqu'à son décès en lui administrant des sédatifs, des médicaments qui atténuent la douleur, parce qu'il y a certains cas de maladies comme des cancers en stade terminal qui sont extraordinairement douloureux. Et puis il y en a d'autres où c'est pas spécialement douloureux, mais où les gens ont du mal à respirer, de l'insuffisance respiratoire, ou ce genre de choses. Et donc il y a des médicaments qui sont là pour soulager la souffrance du malade et l'accompagner jusqu'au décès. Décidément, c'est encore moi, je suis désolée, c'est que vous en dites beaucoup des bêtises. Vous voyez, sur votre petite image de fond, là, vous avez un joli panneau avec évaluation de la douleur. Sachez que lorsque je pose la question à ma mère de savoir comment elle évalue sa douleur sur un ordre d'échelle de 1 à 10, depuis 5 ans, je l'ai jamais entendu parler d'un chiffre en dessous de 7.
À 7, elle s'exprime, elle exprime sa douleur. À 8, elle demande à ce qu'on la bouge. Elle fume frénétiquement pour tenter d'apaiser de calmer cette douleur. À 9, elle ne parle plus, elle garde les yeux ouverts, elle tremble. Et à 10, elle décroche. Je crois que vous parlez d'un sujet que vous ne maîtrisez pas. Non, la douleur en France, elle n'est pas prise en charge uniquement par voie médicamenteuse, comme si on pouvait éteindre un feu avec de l'eau. Ce n'est pas si simple. Moi, personnellement, ma maman, elle a une pompe au baclofène dans le ventre qui lui injecte dans le corps constamment une substance censée atténuer la spasticité, en dehors de, bien sûr, un cocktail médicamenteux phénoménal qui, pour autant, n'agit pas complètement sur cette douleur. Comme beaucoup de gens, enfin comme toutes les personnes de mon âge, j'ai connu dans ma famille proche des personnes qui sont décédées, à commencer par mes parents qui sont morts à 2 ans d'intervalle il y a quelques années. J'ai pu voir comment ça se passait justement à l'hôpital, de façon très paisible, comme ça devrait être le cas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément penser qu'on a besoin d'une loi pour ce genre de moment de la fin de vie. Il faut faire confiance au corps médical qui, dans son écrasante majorité, sait gérer, dans les services de gériatrie, sait gérer cette situation. Bon, puisqu'on en est à parler de nos vies comme si c'était un fait général, c'est bien que vous, à l'hôpital, ça se soit passé comme ça devrait se passer normalement, mais en fait, c'est pas le cas pour tout le monde. Moi, personnellement, on m'a annoncé 4 fois que ma mère allait mourir. Alors, lorsqu'elle s'est réveillée, la première chose qu'elle a dit, qu'elle a exprimée, c'est qu'elle souhaitait en finir. Dès qu'elle a compris qu'elle allait passer sa vie dans un fauteuil roulant, à être torchée, à être lavée, puis posée devant la télévision, elle a dit « ce n'est pas ma vie » et c'est son droit, en dehors du fait qu'elle subit des douleurs complètement abominables. Donc, encore une fois, vous n'êtes pas le centre du monde, en ce sens que votre expérience personnelle ne revêt pas un caractère général de la situation de l'ensemble de nos concitoyens. Sachez néanmoins qu'en France, les soins palliatifs ne sont pas accessibles à la majorité des personnes, puisqu'on a 50% de gens qui sont éligibles à ces soins et qui n'y ont pas accès. 500 personnes par jour meurent en dehors de ces soins palliatifs auxquels ils avaient droit. Donc non, je suis pas d'accord avec vous et je pense qu'on est beaucoup à ne pas être d'accord avec vous. La situation est complexe, chaque patient est unique et cette loi est importante. Encore une fois, je pense que elle va pouvoir répondre à énormément de cas qui sont en dehors pour l'instant des circuits traditionnels, des protocoles de soins et de santé et pour lesquels la médecine ne peut rien. Le problème qu'il y a à ça, c'est que c'est l'ouverture, c'est ouvert ensuite vers toutes les dérives, pour que ce qui est venir au secours ultime de quelqu'un qui est en état de souffrance et qui va décéder, ce qui peut se comprendre, peut petit à petit se transformer en une espèce de suicide assisté, de suicide de confort, tout simplement, face à une personne dépressive. Suicide de confort face à une personne dépressive? Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais vous êtes complètement à l'ouest, monsieur Asselineau. Ce n'est absolument pas ce qui est écrit dans le texte de loi. La loi est prévue pour les personnes dont le pronostic vital à court ou moyen terme est engagé et pour lesquelles le corps médical ne peut rien. Et puis de proche en proche, aller jusqu'à une des familles qui décide de se débarrasser d'une personne qui a fait son temps et qui, tout simplement, ils estiment que l'héritage serait le bienvenu. C'est tout à fait autre chose, parce qu'à ce moment-là, l'euthanasie devient un système de liquidation des bouches inutiles, un système de liquidation des personnes malades, des personnes qui sont incurables. Non, vous dites encore des bêtises, monsieur Asselineau. Sachez que dans le code pénal, il y a un article de loi qui encadre ce genre de pratique et qu'une personne qui essaye de pousser quelqu'un au suicide encourt 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. C'est l'article 223-13 du code pénal. Il y a aussi un article qui encadre le harcèlement moral, l'article 222-33-2 du code pénal et l'article 223-15-2 du code pénal encadre quant à lui les abus de faiblesse. Donc a priori, on est plutôt bien protégé vis-à-vis de ce type de comportement et vos délires fantasmagoriques n'entrent pas en ligne de compte dans cette loi. Alors, il faut savoir qu'il y a un précédent épouvantable dans notre histoire mondiale, qui est celui de l'Allemagne hitlérienne, puisque les nazis avaient décidé qu'il y avait toute une série de bouches inutiles, des malades génétiques, des trisomiques, etc., qui devaient être liquidés. Ce qui a fait d'ailleurs des dizaines de milliers de morts et ce qui allait être, si j'ose dire, le coup d'envoi, l'introduction
à la Shoah et à l'extermination en masse ensuite des Juifs, des communistes, des Tziganes, des homosexuels, des adventistes du septième jour, des témoins de Jéhovah, etc., etc. C'est-à-dire par des pans entiers de la société allemande qui ont été envoyés dans les camps de la mort. C'était une affiche où l'on montre que, eh bien, sur cette affiche, on voit un malade mental avec un médecin à côté, et il y a écrit en allemand « Ce malade coûte 60 000 Reichsmark par an. C'est de ton argent qu'il s'agit, camarade. » Non, 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 je peux pas vous laisser dire ça. Vous êtes en train de dire face caméra que les gens comme moi qui défendent la loi sur l'aide active à mourir sont des nazis en puissance. Mais ça va pas bien ou quoi? Vous êtes en train de faire un parallèle entre la Shoah et cette loi, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est complètement irresponsable. On peut pas faire le parallèle entre une publication propagandiste italienne disant aux gens si vous laissez les handicapés mourir, vous allez faire des économies, et comparer la conséquence qu'aurait une telle loi sur les réalités économiques du pays. Ce sont deux choses relativement différentes. Il y a l'objectif et la conséquence. Donc arrêtez vos bêtises, c'est complètement irresponsable et irrespectueux pour les gens comme moi qui sont confrontés directement à cette réalité-là. C'est hallucinant. Il se trouve que depuis maintenant un certain nombre d'années, il y a un lobby en France qu'il faut nommer, qui s'appelle le Grand Orient de France, qui est une obédience maçonnique et qui est d'obédience athée, et qui milite justement pour la fin de vie et qui milite pour l'euthanasie. Le 23 septembre 2023, vous voyez sur cette affiche, une réunion, un colloque sur pour mourir dans la dignité. C'est l'euphémisme, c'est comme Gnadentod de Hitler, hein, c'est la mort miséricordieuse. Là, c'est pour mourir dans la dignité. Il faut bien comprendre aussi que les députés qui sont membres du Grand Orient de France, lorsque les électeurs ont voté pour eux, qu'ils soient au Parti socialiste ou qu'ils soient dans l'actuelle majorité, etc., ne le savaient pas nécessairement, d'ailleurs en règle générale ne le savaient pas, et donc il n'est pas, c'est quand même de l'extorsion de volonté que d'imposer une directive venue d'une obédience maçonnique contre la volonté des électeurs du député en question. En fait, je reviens pas. C'est hallucinant. Je suis désolée de rire, mais je suis assez consternée par le niveau d'argumentation dont vous faites preuve au travers de cette vidéo, qui plus elle avance, plus elle me paraît lunaire. C'est dingue d'imaginer qu'un homme tel que vous, représentant politique de notre nation, soit capable d'un tel discours après l'argument nazi. On se retrouve avec le complot franc-maçonnique. C'est hallucinant et c'est révélateur du faible niveau de réflexion dont vous avez su faire preuve pour cette question qui est ô combien importante au sein du débat actuel. Sachez que dans la définition de la Constitution du Grand Orient de France, la franc-maçonnerie est définie comme une institution essentiellement philanthropique, philosophique et progressiste, qui a pour objet la recherche de la vérité. On n'est pas sur quelque chose de fondamentalement terrifiant. L'étude de la morale et la pratique de la solidarité, avec des valeurs de fraternité, avec des valeurs de tolérance et de développement personnel. On est très très loin du complot machiavélique visant à éliminer toute une population et à euthanasier en masse des individus considérés comme inutiles. Je suis désolée de vous dire que de tout temps, de tout âge, de toute culture, il a existé des réseaux dont vous semblez être exclus et qui vous frustrent visiblement pour tenir un tel discours. Il a toujours existé des réseaux alternatifs aux réseaux traditionnels politiques ou institutionnels. Ça a toujours été comme ça. La franc-maçonnerie existe depuis des siècles. Elle a toujours eu sa place dans la réalisation de nos sociétés. Ses membres ont toujours été là, qu'on choisisse qu'ils soient là ou pas, c'est un fait. Pour le pire et pour le meilleur. Voilà, ils ont leur code, leur fonctionnement, leurs règles, et je crois pas que l'argumentation du manque de transparence soit fondamentalement justifiée, en ce sens que ça n'intervient pas dans le cadre de ce débat, puisque qu'on soit pour ou contre, ça reste de la responsabilité de chacun de se positionner. La proposition de loi va bien au-delà d'une simple aide à quelqu'un de tout à fait en fin de vie. Parce qu'en réalité, il y a derrière un projet
absolument diabolique qui se cache, qui est tout à fait d'inspiration nazie. C'est un procédé nazi et je le leur dirai s'ils ont le courage de venir sur UPR TV. Et donc, le projet de loi actuel comporte des dispositions qui sont plus ahurissantes les unes que les autres. D'abord, eh bien, il n'y aura que 48 heures entre le moment où le patient aura dit « écoutez, je veux en finir » et le moment où il passera de vie à trépas. Non, c'est faux, monsieur Asselineau. Il ne suffira pas de 48 heures pour passer de vie à trépas, tout simplement parce qu'à partir du moment où le patient aura formulé sa demande au médecin, le médecin, quant à lui, pourra saisir le préfet pour vérifier de l'éligibilité de la personne, devra procéder à la réunion d'un collège pluriprofessionnel composé d'un médecin, d'un auxiliaire médical ou d'un aide-soignant et également potentiellement d'autres professionnels de santé. Et il a un délai de 15 jours pour donner son avis sur la situation. Et à partir de là, la personne aura 48 heures pour s'exprimer sur son consentement et ensuite on pourra proposer une date de mise en œuvre. Mais c'est complètement faux de faire croire aux gens qu'ils vont passer de vie à trépas en 48 heures. C'est déjà suffisamment difficile pour le corps médical de se réunir. Je doute, imaginer que tout cela puisse être réglé en 48 heures, ça n'existe pas en fait. Un adolescent entre 12-13 ans jusqu'à 20-25 ans il traverse des moments d'interrogation sur lui-même, d'insertion dans un monde professionnel, de doute sur son affectivité, etc. Donc c'est vieux comme le monde. Au lieu d'avoir normalement un soutien psychologique qui est apporté aux personnes en détresse, on va leur dire, oui, à la limite, allez, si tu veux, finissons-en, tu peux passer de vie à trépas. Le suicide des jeunes est un réel problème. Non, non, non et non. Un adolescent en crise d'adolescence ou en dépression ne pourra pas bénéficier de l'aide à mourir. C'est complètement faux et ça aussi, ça fait partie de vos délires. Je suis désolée, c'est écrit noir sur blanc, il faut être âgé d'au moins 18 ans, être atteint d'une infection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital en phase avancée. Et enfin, il est écrit... Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l'aide à mourir. C'est écrit noir sur blanc, donc vous dites absolument n'importe quoi. Cette loi prévoit justement qu'il est interdit, sous peine, dans l'état actuel, à la proposition de loi avec les amendements, il est actuellement interdit, sous peine d'une prison de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende, de tenter de dissuader quelqu'un de se faire tuer. Est-ce que vous vous rendez compte ? Quelqu'un qui voudrait dire non, mais attends, mamie, regarde, bon, c'est vrai que t'es pas bien, etc., mais on t'aime, reste avec nous, etc. Ça, qui dissuaderait une personne âgée ou moins âgée d'en finir de ses jours, ça risque... Excusez-moi, j'en suis absolument outré, risque 30 000 € d'amende et 2 ans de prison. Mais où va-t-on ? Évidemment que non. Des petits-enfants qui diraient à leur grand-mère « Mamie, reste, on t'aime, on veut pas que tu meurs », ça rentre pas en ligne de compte dans ce cadre-là. C'est pourtant clairement exprimé dans le texte de loi. Il est écrit « en perturbant l'accès aux établissements où est pratiquée l'aide à mourir, ou en exerçant des pressions morales ou psychologiques en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d'intimidation ». Alors effectivement, si une personne de la famille décide d'empêcher la personne concernée de se rendre à l'hôpital, de cacher des courriers, des documents, de la menacer, alors là oui, elle rentrera dans cette condition de la loi et s'exposera à 30 000 € d'amende. Mais en réalité, un petit enfant qui viendrait pleurer dans les bras de sa grand-mère en lui disant qu'il l'aime et qu'il veut pas qu'elle meure, il y a quand même un sacré fossé entre les conditions mentionnées dans le texte de loi et puisque vous semblez vendre à la population, monsieur Asselineau, vous dites absolument n'importe quoi. En fait, c'est du bon sens. Et il semble que vous ayez perdu le vôtre. C'est terrifiant ce que vous dites aux gens.
Mais parce qu'en réalité, il ne leur reste plus que comme des os à ronger ce genre de décision. Inscrire l'IVG dans la Constitution, comme l'a fait Madame Le Pen, elle a voté pour, ou bien maintenant la fin de vie, l'euthanasie généralisée, en attendant peut-être des assassinats de masse pour faire des économies budgétaires. L'assassinat généralisé, dans un premier temps l'euthanasie, hein, la mort miséricordieuse, Gnadentot, disait Adolf Hitler, on va là-dedans. D'ailleurs, les exemples à l'étranger ne sont pas rassurants du tout. Lorsque l'on voit, par exemple, le système d'euthanasie tel qu'il existe en Belgique ou aux Pays-Bas, il y a eu une explosion du nombre d'euthanasies. C'est devenu d'ailleurs du suicide assisté, et c'est-à-dire, je crois qu'il y a, notamment chez les jeunes, il y a eu une multiplication par 3, parce que c'est très facile. Des jeunes sont comme ça, ben ils sont en perte de repère, ben ils disent allez tiens, allez j'en ai terminé avec la vie. C'est pas le rôle d'un État. Je suis désolée. Non, je suis déçue, je suis super déçue par tout ce que vous avez dit. Je pense que vous auriez pu réfléchir un peu plus, réfléchir profondément et ne pas alimenter des réflexions fantasmagoriques, alarmistes et complotistes. Et pourtant, je mesure ce terme hein, parce que je le supporte de moins en moins. Néanmoins, je dois dire que sur cette vidéo, vous avez fait preuve d'une grande légèreté et vous n'avez pas été à la hauteur du débat, Monsieur Asselineau. J'ose espérer que les gens auront suffisamment d'esprit critique et de réflexion pour ne pas considérer le contenu de celle-ci comme vrai et potentiellement réalisable. Non, cette loi ne vise pas à éliminer en masse des individus considérés comme inutiles. Non, on ne va pas se mettre à euthanasier des gens parce qu'ils sont en dépression ou des enfants en crise d'adolescence. Non, c'est pas la question. Ça n'intervient pas dans le cadre de ce débat. Et vos craintes qui visent à justifier votre position en disant que cette loi est une porte ouverte aux dérives, comme ça a été le cas pour toutes les lois. En fait, on propose des droits, il y a toujours des gens qui vont essayer d'aller au-delà de ce que le cadre légal propose, mais il y a des garde-fous. Heureusement, il y a déjà des lois qui sont en place pour l'abus de faiblesse, le harcèlement, l'incitation au suicide. Tous ces cadres légaux existent et je pense que l'ensemble des arguments que vous avez avancés dans votre vidéo ne tiennent pas debout. Bref, je terminerai là et je conclurai simplement par dire que je vous invite à ne plus vous exprimer sur cette question de la loi de l'aide relative à mourir, puisqu'il semblerait que vous n'ayez pas les capacités de réflexion pour avoir la tempérance, la justesse, l'humilité et la profondeur nécessaires pour aborder cette question-là de l'aide relative à mourir. Vous n'avez fait qu'attiser la peur, instaurer un clivage et pousser les gens à la méfiance, alors qu'en fait, c'est une question qu'il faut aborder avec bien plus d'humanité, bien plus de bonté, de bienveillance et d'écoute, surtout pour les personnes qui sont directement concernées par cette loi, qui sont nombreuses et qui ne demandent qu'à être entendues, mais qui malheureusement doivent gérer un quotidien ô combien difficile, et avec des aidants, la famille, des amis qui sont complètement aussi submergés par cette question, avec l'émotionnel et l'affect que cela engendre lorsque ça touche un être cher. J'espère que j'aurai fait honneur à ma mère en vous répondant par cette vidéo et j'espère qu'à l'avenir, si tant est qu'elle puisse vous parvenir, vous aurez la décence d'aborder cette question avec le regard et la réflexion de quelqu'un qui potentiellement peut être directement concerné et qui souffre. Voilà.